C'est un nom mythique de l'histoire de la chanson, Michel Mallory. C'est 2000 chansons, 27 disques d'or, de platine, des disques de diamant. Et puis c'est dans ces 2000 chansons, plus de 160 chansons écrites et chantées et enregistrées par Johnny Hallyday. Bonjour Michel. Bonjour. C'est incroyable quand on dit ça. Plus de 160 chansons avec Johnny. Oui. C'est une vie, quoi. Ben, c'est toute une vie, c'est 50 années, un demi-siècle d'amitié aussi, de relations très proches qui allaient quelquefois même au-delà de la simple amitié. Oui. Et une connivence surtout. Voilà, j'étais son complice. Oui. Et presque, on pourrait dire aujourd'hui, son frère. Beaucoup disent ça, mais toi, Ouais. tu peux le dire. Ah oui, je crois, oui. D'ailleurs, il appelait mon père papa. Ouais. Oui, ça a été quelqu'un qui a énormément compté dans ma vie. Pas seulement parce que c'était Johnny Hallyday, le chanteur, mais en tant qu'homme. C'est quelqu'un qui a changé ma vie, qui m'a fait voyager, qui m'a fait voir les choses d'une autre façon et qui m'a, quelque part... Je me demande si c'était moi le grand frère ou si c'était lui. Mais je pense que c'était lui quand même. Ouais, il y a un film magnifique qui va passer sur TV Saint-Monde qui s'appelle Les Étoiles de l'Ombre dans la série, présentée par Monia Foudra, Jean-François Cirana et Lucas Di Nuzzo. Et on y voit des documents absolument exceptionnels comme celui-là qui rappelle une chanson immortelle. Peu de gens savent exactement ce que veut dire le blues. Et j'ai voulu, avec mon ami Michel Mallory, toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes. Et Michel Mallory à l'harmonica derrière. Oui, oui, c'était un grand moment. Ouais. Un grand moment pour moi, oui. C'était... Ça, ce sont des instants magiques. Et là, quand il chante ça, comme ça, c'est Johnny. C'est-à-dire, il n'y a pas d'esbrouf, de bluff, pas de mensonge, pas de rien. C'est lui. C'est lui tel qu'il est fondamentalement. Ouais. C'est une chanson qui a changé ta vie, on peut dire, d'une certaine façon. Oui, oui, oui. C'est une chanson qui est arrivée pour lui comme pour moi au très bon moment. Voilà. D'ailleurs, elle est tellement miraculeuse, parce qu'il a fallu 10 petits miracles pour que cette chanson existe, que j'ai décidé d'écrire. Oui. Pas sur Johnny, hein, sur la naissance de cette chanson, qui est une forme de parcours initiatique. C'est incroyable parce que ça démarre de quoi? D'un coup de fil? Non, Qui dit, il m'avait demandé de travailler. Il m'a dit, on va bosser. Alors, quand Johnny disait, on va bosser, ça voulait dire simplement, tu vas bosser. Oui. OK. Et donc, et il partait aux États-Unis parce qu'il n'était pas bien à Paris. Ils étaient en train, Sylvie et lui, de se séparer pratiquement. Et il m'avait dit, tu vas travailler? J'ai dit oui. Et moi, je suis parti en Corse, chez mes parents. Et j'avais rien pour travailler. Et puis, j'avais pas très envie de travailler non plus. Et puis, il y avait la vieille guitare de mon père. Et donc, et j'ai trouvé cette musique, voilà, le début de cette musique. Mais je n'avais pas d'enregistreur. Alors, j'ai écrit la musique maladroitement, comme je pouvais le faire. Et c'est tout ce que j'ai eu. Et quand je suis rentré de Corse, il est arrivé des États-Unis. Et j'ai été le chercher à l'avion. On s'est retrouvé à l'hôtel à Saint-Germain-des-Prés. Et il revenait des États-Unis avec une guitare, une basse, comme ça. Et il avait un peu picolé dans l'avion. Ouais. Il était très chaud. Et on est arrivé dans un petit salon. Il m'a dit, joue-moi ce que tu as trouvé, alors. Et je n'avais qu'une chanson, c'était celle-là. Alors, j'ai joué. Il me disait, mais monte. Et tout d'un coup, il a trouvé le c'est lui qui l'a trouvé. Ouais. Et puis il m'a dit, écris-moi un texte là-dessus qui ressemble à ma vie de maintenant. C'est-à-dire avec Sylvie Zébarré. Voilà. Ouais. Et donc je suis allé dans ma voiture somptueuse, une R12 Renault, et j'ai écrit ce texte en 10 minutes. Ouais. C'est honteux, j'ai honte, et on n'a pas changé un mot depuis. Ouais. Et là, il t'a dit, on part à Londres. On part à Londres, Enregistre. voilà. Ouais. Et on est parti à Londres, on avait une chanson, c'était celle-là. Ouais, écoutez.
Cole. C'est incroyable parce que là, l'enregistrement, là, on a la version studio officielle de ce titre. Ça se passe comment? Il y a des musiciens incroyables qui viennent. C'est, là. voilà où sont les miracles. C'est qu'il y avait des musiciens qui avaient été pris par le producteur, qui était Chris Kimsey. Donc il y avait des musiciens canadiens, américains, anglais. Et nous, on avait un guitariste, Rolling, Jean-Pierre Azoulay, qui est l'auteur de « Il faut rendre à César ce qui est à César ». Et il y avait une lutte entre les guitaristes, et c'était celui qui en mettrait le plus. Donc, on a bénéficié aussi de cette bagarre musicale. Et puis, on enregistrait à l'Olympic Studio Sound de Londres. Dans le studio A, il y avait les Rolling Stones. Dans le studio B, il y avait Johnny Hallyday. Et dans le studio C, il y avait David Bowie. C'est pas grave. Et ce qu'il y a de formidable, c'est qu'à un moment donné, Johnny est reparti à Paris pour quelques jours faire une télévision. Et les cuivres des Stones, c'est-à-dire Jim Horn, Jim Price et un troisième, sont venus écouter la chanson et nous ont dit on peut faire quelque chose là-dessus. C'était les cuivres des Stones. Ils sont venus, on les a payés en vodka et en cigarettes curieuses. C'est ça, écoutez. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. Chef-d'œuvre absolu, évidemment. Il n'y aura pas un concert de Johnny qui se finira pas par ce titre-là, devant des foules immenses. Mais alors, le 45 tours sort, c'est que la face B. C'est pas la face A. On se dit, c'est le titre qui va marcher, c'est pas celui-là, mais on se trompe. Oui, c'est notre ami Jean Renard, notre ami commun Jean Renard, qui n'était pas très pour cette musique-là. Jean, c'est plutôt les grandes mélodies. Et il a dit, cet album-là, c'est de la merde. Ah oui. Il a dit, c'est de la merde. Et il dit, mais heureusement, j'ai une chanson pour vous sauver. C'était comme un corbeau blanc. Et il a mis cette chanson-là en face A du 45 tours. Alors Johnny a fait un peu la gueule, mais... Ah ouais, il n'était pas trop pour. Ça allait, l'album, c'était celui-là. Insolitude. C'est pas drôle de titre, hein. Le titre est de Jean. Ouais. Le titre est de Jean Renard, oui. Avec la photo comme ça. Ah oui, Hein. oui, c'était magique. Ouais. Tout était magique. Et le dernier garçon qui joue le pedal steel guitare, enfin le dobro, à la fin s'appelle BJ Cole. Et ce BJ Cole, il était dans le studio à côté aussi. Et il est arrivé, il a dit, je peux faire aussi quelque chose. Ce qui est incroyable, c'est que ce jeune homme que j'ai en face de moi, il grandit à l'île Rousse, il grandit en Corse. C'est toi, Michel, avec le rêve d'être de cow-boy, on en reparlera après, mais peut-être quelque chose d'être artiste. Ah oui. C'était là, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui prédestinait. Rien du tout, non. Je descendais d'un petit village qui s'appelle Monticello. Et puis, je suis descendu avec un âne. Et puis, mon père jouait un peu de guitare, ma mère avait un joli brin de voix, comme on dit. Et puis, mais rien ne me prédestinait à ça. Mais moi, j'avais ça, je ne sais pas, en moi. Et je n'ai jamais douté. Hein. Je n'ai jamais douté. J'ai travaillé en usine. Je suis parti en Algérie faire l'armée. Mais j'ai toujours fait de la musique. Et je n'ai jamais douté que, en tout cas, je ferais ce métier. Oui, regardez là, c'est un des 45 tours de Michel Mallory. Paul Moria, grand chef d'orchestre qui est derrière, pour entendre un des morceaux, 100 000 raisons. Écoutez, Michel Mallory. C'est le J'ai fait gîte la des Rose d'Or d'Antibes jours avec ça. je suis là qui attend le verdict de tes yeux. Il y a 100 000 bonheurs dans le fond de mon cœur, c'est à toi si tu veux. Prends-les ou bien crois-moi, tu le regretteras plus de 100 000 fois. Ah là là là, c'est excellent. Mais il y a déjà le vrai, je le disais, le côté cow-boy. D'ailleurs, il y a un autre qui s'appelle Cowboy Boots. Ouais, Il ça, y avait le rêve quand même de... Ah oui, absolument, oui. J'étais déjà complètement décalé. D'ailleurs, quand on s'est rencontré avec Johnny, mais j'en parlerai plus tard, il m'avait demandé si j'aimais le rock'n'roll. Je dis ouais, j'aime bien. Et il dit, mais alors, qu'est-ce que vous aimez alors? J'ai dit, moi, je suis un des derniers, surtout à l'époque, j'ai dit, moi, j'aime le blues et j'aime la country music. Et alors là, je pouvais me faire virer, là, sur ce coup-là. Il m'a regardé, il m'a fait, mais moi aussi.
Et c'est vrai que lui aussi, et c'est pour ça que... Ben oui, ben, il rêvait d'ailleurs de chanter du blues. C'est grâce à toi, grâce à toute la musique que j'aime, Oui. qu'il dit, en fait, il devient chanteur de blues. C'était ça son rêve, hein. C'était son rêve et je vais dire quelque chose, c'est-à-dire que on était parti avec cette chanson, c'était la seule qu'on avait. Ensuite, beaucoup d'Anglais sont venus nous proposer des titres et que Johnny enregistrait toujours les chansons, mais jamais toute la musique que j'aime. À un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi il ne veut pas enregistrer cette chanson? Et le producteur était désespéré, moi aussi. Non, non, je la ferai la prochaine fois, je la ferai la prochaine fois. À un moment donné, on s'est demandé s'il allait l'enregistrer. Et puis à un moment donné, j'étais obligé de faire la voix, moi, témoin, pour les cuivres qui sont venus jouer avec nous. Et quand il est revenu de Paris, il a entendu ma version, ma pauvre version, avec les cuivres et le dobro. Il m'a dit, donne-moi les paroles. Il a pris les paroles, il a été chanté, il a fait 2 prises. Ouais. 2 prises. Et je suis encore aujourd'hui incapable de dire quelle était la meilleure. Il a été sublime, vraiment sublime. Et c'est la première fois de sa vie qu'il chantait du blues. Ouais. Alors, évidemment, Johnny, mais il y en a un autre. On va voir ce document grâce aux Étoiles de l'Ombre, ce très beau documentaire. On voit des archives étonnantes. Regardez, Michel Mallory dans une émission de télévision, mais il n'est pas seul. Regardez. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Michel Mallory, c'est du drame. Tu comprends-moi, on voudrait bien se marier, mais pas avant moi. Oui, on voudrait bien se marier, mais tout connaître avant, c'est sûr. Mais on dit, je me rappelle plus des paroles, mais ça ne fait rien. Je l'épouserai comme dans les romans, nous aurons beaucoup d'enfants. Mais on voudrait pas se marier. Ah là, là, Michel, il faut vraiment me raconter ça. Clo-Clo, ce duo, c'est quoi? C'est un souvenir de Mais, dingue. Claude était un ami et j'ai fait ma première tournée avec lui. Et lui aussi m'a dit non, non, t'es mal habillé, il faut que tu... non, non, pas des chemises comme ça, des trucs. Et il m'a beaucoup aidé, hein. Il a été vigilant. Et par la suite, j'ai pu lui rendre pareil en écrivant quelques chansons pour lui. Paul Lederman était son producteur et il était le mien aussi. Et Claude m'a proposé, allez, viens faire un duo avec moi. Mais pour moi, c'était totalement inespéré, quoi. C'était, on est resté. D'ailleurs, tu te gourres dans les paroles, là. Non, parce qu'il m'avait proposé ça très peu de temps avant. Mais après, ça a été formidable avec Claude. Par contre, Johnny détestait que je sois ami avec Claude François. Ah oui, Quoi, il y avait de la jalousie, avec quoi? Il y avait ça se matchait pas du tout. Mais il m'était arrivé une chose curieuse avec Claude François. Un jour, je suis invité dans un château, ce qui m'arrivait assez peu souvent. Et puis, il y a là un monsieur qui s'appelle Valéry Giscard d'Estaing, qui n'était pas président de la République, qui était ministre des Finances. Et tout ce joli monde parlait de Claude François. Et parlait en mal de Claude François. Oui, ceci, cela, machin. Il y avait des trucs qui étaient parus dans des journaux un peu glauques à propos de Claude François, qui n'y étaient absolument pour rien, d'ailleurs. Et tout d'un coup, je me suis senti obligé de dire, mais écoutez, peut-être que vous n'aimez pas ce qu'il chante, vous n'aimez pas le chanteur, mais en tout cas, l'homme, vous ne pouvez pas le critiquer comme ça. Il a créé des emplois, il a une maison de disques, il a du parfum, il a un journal. C'est un homme formidable. Alors, enfin, j'ai défendu Claude François. Après, ça s'est calmé. Oui. Et quelques temps plus tard, Claude François me prend dans ses bras, m'embrasse et me dit « Je te remercie pour ce que tu as dit sur moi ». Il était devenu ami intime avec Giscard d'Estaing. Et il lui avait redit. Il lui avait redit. Parce que quand même, il faut quand même dire que sur scène, il s'arrangeait pour que vous n'ayez pas de réverb. Hein. La première partie, c'était pour interdit. Lui quand même, le Interdit. mieux. Hein. Et c'était quand même ça, Clo-Clo. Hein. Michel Thor et moi, on était privés d'écho, comme on disait à l'époque. Oui. Pas de réverb, bon. On avait un projecteur unique
pas de lumière autre que ça. Oui. Mais c'était déjà bien d'être dans cette tournée, c'était Ouais. formidable. Mais alors, donc, Johnny et Clo-Clo, ça ne matchait pas. Non, ça ne matchait pas. D'ailleurs, on reprochait à Johnny, souvent d'ailleurs, on lui reprochait de rien foutre. C'est vrai, Johnny était quelqu'un qui était extrêmement doué, qui répétait pas. Et Johnny répondait, regardez Claude François, il travaille 10 fois plus que moi et il vend moins de disques que moi. Oui, c'est vrai. Et oui, Mais il y avait une lutte comme ça pour être devant l'autre. oui, je crois qu'il y avait, oui, parce qu'il y avait un public que Claude avait, qui était quand même un public féminin très jeune, et Johnny allait du routier jusqu'au motard, en passant par les hippies, voilà. Et aussi les médecins aimaient beaucoup Johnny. Et j'ai pu m'en apercevoir en me faisant opérer quelquefois. Ah, c'est vous On me traitait avec beaucoup d'égard. Je voudrais qu'on entende une chanson, écoutez ça, et vous allez me raconter l'histoire de cette chanson, parce que ça, Ok. c'est phénoménal. Ma dernière cigarette, mon dernier verre de rhum. J'ai droit à 2 minutes pour la prière des hommes. On m'en a jamais apprise et j'ai peur comme un enfant. Oh Dieu, que cette aube est grise pour mourir maintenant. C'est Sauvez-moi. Ouais. Et ça, quand je dis que là, vraiment, il y a une histoire, c'est vraiment là le déclic de tout. Oui, c'est la rencontre. Suzy Hallyday, qui était la femme de Lee Hallyday, qui travaillait dans une compagnie d'édition, me dit est-ce que tu veux écrire un texte pour Johnny? C'est comme si on demandait à un aveugle s'il voulait voir. Je lui dis bien sûr, mais elle me dit mais c'est pour demain matin. C'était pour demain matin. Et elle me dit c'est une adaptation sur laquelle la plupart des auteurs de Paris se sont cassés les dents. Et tu peux essayer, mais il faut lui amener chez lui à 10h du matin. Et elle me donne un disque souple, déjà pas mal usé. Et j'entends cette chanson, qui était une chanson très hippie, qui s'appelait Salvation. Alors, vous voyez... et je remplis des feuilles de papier et je les jette parce que Et puis je me suis dit, finalement, je vais avoir une chance, une seule. Je vais aller à l'encontre de cette chanson et je vais écrire un truc où le mec est une merde, quoi. Voilà. Et c'est un condamné à mort qui refuse de mourir dignement. Et le lendemain, j'ai pas dormi de la nuit, je vais chez lui. Inutile de vous dire que le concierge, avenue du président Wilson, m'a dit pour les portes de service, c'est de l'autre côté la porte de service. J'étais habillé en bleu de Chine, je ne m'étais pas rasé. Et donc j'arrive devant chez Johnny et là je vois cette porte magnifique en chêne blanc. Et de chaque côté, il y avait un miroir. Et je me regarde dans le miroir et c'est affreux ce que je vois. Je vois un type avec des poches sous les yeux. Et je dis, mais je me mets dans la tête que si jamais c'est lui qui ouvre la porte, c'est ça qu'il va voir. Et je dis, il va me virer d'autorité. Et je dis, non, ça va être ou un valet de chambre ou une charmante soubrette qui va m'ouvrir. Et je sonne. Et c'est Johnny qui m'ouvre. Il est en peignoir, avec une casquette d'aviateur sur la tête. Il a une bière à la main. Il me dit, tu veux une bière? J'ai jamais bu de bière à cette heure-là, mais bon, je prends la bière. Et là, il m'emmène dans sa cuisine. Et il y avait du monde autour, hein. Oui, Faut quand même dire les choses, alors hein. il y avait quelques demoiselles qui se rhabillaient, qui passaient, Ah oui. comme ça. En fait, j'arrivais à la fin d'une soirée Oui. qui avait duré toute la nuit. Jusqu'à 10h du matin. Ah oui, jusqu'à 10h du matin. Ils avaient dû beaucoup rire. Donc les filles se rhabillaient. Oui, absolument. Et ça passait, il y avait des mecs comme ça, que c'est bon. Et il me dit, non, viens. Il me tutoie. Et moi, je le suis avec ma bière. Il y avait un long couloir avec plein de disques d'or. Comme ça, on arrive dans sa cuisine. Il dit, voilà, c'est le robinet qui marche pas. Ça, c'est Je le regarde. Il m'a pris pour le plombier. C'est vrai que j'avais une tronche de plombier. Et je lui dis, non, mais je viens pas pour ça, je viens pour la chanson. Et là, il m'a dit, oh merde. En fait, il aurait préféré que je sois plombier. Et je lui dis, voilà, je lui explique. Et là, je le vois, il me dit, vous, à nouveau. Il m'a pas repris la bière, mais pas loin.
Et puis on va dans sa salle d'écoute. Alors c'était quelque chose de somptueux et je vois des baffles, des installations comme ça. Et j'avais fait une cassette parce que le disque souple était mort. Et je lui dis, voilà, il ne savait pas faire marcher ses appareils, Johnny. Enfin, finalement, en touchant les trucs, on a réussi. Et il prend le texte, il me dit, vous avez les paroles? En fait, ça l'emmerdait vraiment, quoi. Alors, je lui donne les paroles, il regarde et... Il me dit, il n'y a pas le nombre de pieds. Alors, j'ai dit, peut-être que ça ne vous plaît pas, le texte, mais le nombre de pieds, il y est, parce que j'ai travaillé toute la nuit. Non, non. Et là, je dis la chose peut-être la plus insensée que j'ai jamais dite de ma vie. Je lui ai dit, si vous voulez, je peux vous la chanter. Moi, à 10h du matin, Johnny Hallyday, qui sortait d'une soirée curieuse, il me regarde, allez-y. Et là, je sais que je joue quelque chose, quoi. Je joue quelque chose d'important. Et je chante, j'envoie le bâton, vraiment. Vraiment, je me mets à la rue, j'envoie le bâton. Il y a le nombre de pieds. Et je finis avec un « Sauvez-moi » qui m'était destiné. Sauvez-moi, sauvez-moi. Et il me dit bon, t'as 1 minute. Et il se barre. Et il revient avec un type formidable, un Américain. Il s'appelait Jerry Donahue, un grand guitariste. Et il parle en américain avec ce Jerry Donahue. Il croit que je ne comprends pas. Et il lui dit, ce mec m'a écrit un texte incroyable, tu veux l'écouter? Et l'autre lui dit, bien sûr. Il se rhabillait, il se recoiffait. Et il me fait rechanter « Sauvez-moi ». Je l'ai chanté 3 fois. La 3e fois, il y avait 10 personnes qui se rhabillaient dans la salle de musique. Et la 4e fois, il a chanté avec moi. Donc j'ai fait un peu de léger. Inutile de vous dire que c'était formidable. Et puis il a dit The party is over. Allez, tout le monde rentre chez soi. Alors moi, j'ai pris mes paroles, mes trucs. Il m'a dit non, 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 toi, tu restes. Et je suis resté 1 semaine sans sortir de chez lui. À jouer de la guitare. Voilà. C'était un coup de foudre. Ça a duré 50 ans. Ça a duré 50 ans. C'était un coup de foudre humain, amical, comme j'en ai jamais vécu. Ouais. Regardez ces images, toujours extraites de ce film merveilleux, Les Étoiles de l'Ombre. On vous voit à côté de Johnny. Regardez. Que cette terre qui était à moi, j'ai grandi là, Qu'est-ce qu'il chantait? dans l'orphelinat. À la prison Des orphelins. des orphelins. Hein, et voilà, c'est tout l'univers de Johnny de ces années-là, et là, dans ces mots de Michel Mallory. Cette chanson-là, on était aux États-Unis et on a lu un journal qui racontait l'histoire d'un gosse dont la ferme avait brûlé. Ses parents étaient décédés dans cet incendie. Et l'histoire de ce gosse est poignante parce que, n'ayant plus de parents, il a été mis dans un orphelinat. Cet orphelinat a été construit sur le lieu où a brûlé sa ferme. Donc il était à l'orphelinat sur ses terres. C'était poignant. Ouais. Et Johnny m'a dit, tu te rends compte le sujet de chanson que ça ferait? Et nous l'avons fait. Ouais. Ce qui est souvent des choses qui rappellent que Johnny, son père, les relations avec son père. Ouais. Tu as connu Bien sûr. Léon. Bien sûr que j'ai connu Léon. Ouais. Bien sûr. J'en ai pas gardé un souvenir immortel. Parce qu'il avait décidé de faire quelque chose pour son père. Son père avait décidé de venir à Paris. Alors on lui avait trouvé, on était plusieurs, on lui avait trouvé un studio où on avait été acheter des meubles avec Johnny. C'était pas Ikea à l'époque, mais on avait acheté des meubles. Et puis il était venu de Belgique, on avait acheté aussi, je dis on parce que j'étais là, et on avait été chez Smalto, je sais pas. Et Johnny l'avait habillé entièrement, quoi. Et il était très content. Et 1 semaine après, son père avait vendu les meubles, les costumes, et puis il était barré de l'appartement. Ouais. Alors ça a été fini en ce qui concerne Johnny. Ça a été terminé. Il avait cette blessure qui aurait pu se refermer éventuellement.
s'est rouverte et il n'a plus jamais voulu entendre parler de... D'ailleurs, on avait écrit une chanson qui s'appelle « À propos de mon père Ouais, on l'écoutera tout à l'heure. ». D'accord. Il y en a une autre, c'est Noël interdit. Ah oui. Là, c'est quand même ça aussi, Johnny. C'est l'univers carcéral. Oui. C'est aussi Ça m'intéressait beaucoup. l'enfance volée. Oui. Et ça te touchait beaucoup de chanter ces mots que tu as écrits. Parce que ce qui est drôle, c'est que la direction d'Universal, à l'époque, lui avait demandé de faire un truc de Noël. Et il me dit, tu ne me vois pas chanter Petit Papa Noël, non? Alors j'ai dit non, mais je te vois bien chanter quelque chose de différent. Ouais, Et voilà. c'est ça, écoutez. C'est un Noël pour les chiens sans collier, pour ce gosse de la rue que j'étais. Noël de ma vie, mon Noël interdit. J'aurais tant. Ça, c'était en prison en Suisse. Ouais. Ça, aller dans les prisons, c'était quelque chose qui le touchait beaucoup. Oui, le seul problème, c'est qu'il ne pouvait pas y aller. Il ne pouvait pas y aller parce que la fonction publique disait que tout le monde voulait le voir en prison et ne pouvait pas assurer la sécurité. Alors, c'est moi qui y allais avec son orchestre. Alors, j'ai chanté comme ça à Marseille, j'ai chanté pas à la Santé, à une grande prison de... Ouais. Au Baumette. Au Baumette, j'ai chanté, oui. Et je chantais avec son orchestre. Et il y avait donc Rolling, le guitariste, et qui m'a dit, écoute, comme ça, je vais pouvoir voir mon père, Ouais. qui était à l'intérieur. Ouais. Ce qui est fou, c'est les images. David Hallyday, son fils, va être avec toi comme quelqu'un de la famille. Oui, j'étais un peu l'oncle. David. D'ailleurs, il ne m'appelle pas Michel, il m'appelle Jaws. Oui. Jaws, ça veut dire les dents du requin, parce qu'il avait peur du film Jaws. Alors, il y a Petit Jaws, c'est lui, et Grand Jaws, c'est moi. Et David, ça a été depuis qu'il est petit. Je ne l'ai pas vu naître, hein, mais c'est quelqu'un qui a toujours été proche de moi. J'ai toujours été proche de lui. Oui, regardez ces images, Michel. Extrait des étoiles de l'ombre. Quelqu'un qui faisait partie intégrante de notre famille, et on faisait partie de la sienne. J'ai des souvenirs d'un voyage au Mexique quand on avait été avec mon père, Michel et moi. On avait été au Mexique. On était partis à la pêche. Mon père et Michel étaient partis à la pêche, donc je les avais suivis. Hein. J'étais pas grand, hein, j'étais tout jeune. Et je me rappelle que Michel apprenait à mon père à pêcher, en fait. On était en pleine mer et Michel avait pêché un poisson qui était assez gros, je me souviens. Et quand est venu le tour de mon père pour lancer la canne à pêche, je pense que c'est le seul mec au monde qui avait lancé sa canne à pêche sur un pélican, en fait, en pleine mer. Et donc, ça avait suscité beaucoup de moqueries. et voilà, évidemment, le pélican a été relâché, le pauvre. Beau témoignage. En fait, c'était pas un cormoran, c'était un pélican. Parce que le pélican relâché, parmi les siens, il a été touché par... donc les autres le virent. Oui. On lui a dit, regarde ce que tu as fait. Mais il y avait David avait vu, dans ce voyage au Mexique, il avait vu une affiche avec des corridas. Alors il a dit, je voudrais bien aller à la corrida. Alors non, je voudrais aller Il nous a emmerdés pendant une semaine pour aller à la corrida. Finalement, on a accepté mais la corrida, je lui dis, tu vas pas aimer, c'est pour les touristes, tu vas pas aimer, c'est brutal, c'est violent. Non, je vais aller à la corrida. Et puis évidemment, dès que le premier taureau est rentré dans l'arène et puis qu'il a mal terminé, David a voulu partir et Johnny et moi, on a dit non, t'as voulu venir, maintenant tu vas rester jusqu'au bout. Alors, il y a évidemment, il y a David, il y a Johnny, et il y a la maman, il y a Sylvie Vartan. Oui. Il y a, écoutez ça, les paroles sont signées Michel Mallory. Écoutez. Tu es mon seul problème. Dis-moi pourquoi tu es mon seul souci. On récolte
c'est quand même, il faut le dire, une chanson que personne ne voulait chanter. Ah non. Ni Johnny, Ah ni non. Sylvie n'en voulaient pas. Ah non, 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 c'était... et il faut rendre... alors, Jean Renard dit que c'est moi qui ai gagné l'histoire. Le Renard qui a fait la musique. Hein. Ah, c'est Renard qui a fait... Et il a fait beaucoup plus que ça. Parce que, d'abord, il a réalisé. Mais Johnny me disait, écoute, Michel, c'est pas possible. Je peux pas chanter ça, moi. Et Sylvie non plus. Sylvie disait, ah non, 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 moi je ne chanterai pas ça. Bon, alors, on était à l'hôtel Royal Garden à Londres. Jean Renard habitait en bas, eux, ils habitaient en haut et moi au milieu. Alors, je montais dans la chambre, dans la suite de Johnny et de Sylvie. Je redescendais persuadé qu'il fallait que je dise à Jean, écoute, voilà, ni l'un ni l'autre ne veulent la chanter, ils ont peut-être raison, c'est pas. Et Jean me disait, mais non, ils ont rien compris. Ils se battaient et je remontais. En fait, Johnny est parti à Paris pour des raisons de télévision ou je sais pas. Et Sylvie a accepté de venir faire sa voix à elle. Et elle chantait dans le studio. Et quand la prise s'arrêtait, elle éclatait de rire. Elle disait, mais c'est pas possible cette chanson. Et Jean Renard se battait. Finalement, elle a fait sa voix. Johnny est venu quelques jours Ils n'ont après. pas chanté ensemble. Ah non, non, non. Ouais. Ah non, absolument pas. Johnny est venu, il dit, ben, puisqu'elle a fait sa voix, je vais la faire aussi pour vous faire plaisir. Il a fait sa voix. Ouais. Voilà. Et un triomphe. Un triomphe. Et il y a une tournée qui a eu lieu après. Écoutez ça. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'à un moment donné, Michel, il va se passer un truc pour vous. C'est-à-dire que ce qu'on voyait tout à l'heure, les images en noir et blanc avec le club, ça va repartir. Regardez ce 45 tours que j'ai là. C'est marqué le cow-boy d'Aubervilliers. Ouais. Écoutez, extrait du documentaire Les Étoiles de l'ombre. Le cow-boy d'Aubervilliers, Michel Mallory. J'ai fait chanteur, mais ça n'a jamais été vraiment mon truc, quoi. Je voulais, en tout cas, écrire. Ça, c'était depuis le début. Vraiment, c'était en moi. C'est moi le cow-boy d'Aubervilliers. Et mon chapeau, c'est un béret. L'histoire du cow-boy d'Aubervilliers, c'est une histoire qui me ressemble. Parce que les cow-boys étaient mes héros. Voilà. Et dès que je pouvais m'habiller en cow-boy, je m'habillais en cow-boy. À l'époque, ça se faisait pas beaucoup. Hein. Ça faisait marrer tout le monde. Notamment Michel Sardou, avec qui on passait tous nos week-ends à l'époque, à cette époque-là. J'étais sur un coup pour acheter, peut-être, un appartement à Aubervilliers. Et Michel Sardou m'a dit, « Toi, habiter Aubervilliers, tu t'imagines un cow-boy à Aubervilliers ?» Et voilà comment c'est fait. I am the cowboy from Aubervilliers. I am très connu, Port-Champéret. I am the cowboy of Aubervilliers. I am très connu. Porte-Champéret. Porte-Champéret. Ça fallait le faire. Hein. Et Ouais. ça va marcher. Ça va marcher. Ah ouais, ça a marché. Avec un petit bémol, le jour où cette chanson est sortie, le président de la République, Pompidou, est mort. Donc, Ouais, pas de voilà. bol. Pas de bol. Pas de bol, ouais. On voyait Michel Sardou, là. Amitié avec Michel. Ah oui, Vous étiez oui. tout le temps ensemble. Ah oui, oui, il habitait Montmartre. Et moi, je chantais chez Patachou. On a passé une fois un jour de l'an ensemble, devant un plat de spaghettis avec nos femmes. Oui, on se fréquentait beaucoup à l'époque. Et puis, on passait beaucoup de week-ends en Sologne, chez un ami, avec Jacques Revaux, aussi avec Pierre Billon. On jouait aux cartes, voilà, on allait à la pêche, c'était très sympa. Oui. Mais une concurrence encore là avec Johnny. C'est que Sardou était devant. Parfois, c'était. Ah oui, Il fallait que l'un rattrape l'autre. Hein. Oui, parce que il arrivait quelquefois que Michel vende plus de disques que Johnny. Et là, évidemment, de l'autre côté, c'était mal pris l'histoire, quoi. Ouais. Ils se sont brouillés un jour. Oh, je crois qu'ils sont. Je sais pas, je ne suis pas sûr qu'ils étaient compatibles. Parce que
au niveau des horaires, déjà, c'était pas possible. Quand Sardou allait se coucher, Johnny se levait. Ah oui. Alors, apéro, Sardou, pas question. Johnny, très important. Voilà. Ouais. Et puis, je sais pas, il y avait quelque chose qui... Johnny était un motard. C'était vraiment quelqu'un de... voilà, c'était assez physique. Ça n'était pas tout à fait le cas de Michel. Michel avait son propre univers et puis ça fonctionnait magnifiquement Ouais. bien. Des fois, Johnny voulait aller passer plusieurs jours chez Sardou. Oui, un jour Et encore, s'il m'a dit je vais aller chez Michel Sardou. Et je lui ai dit mais tu es sûr que... Il m'a dit oui, il m'a invité. Michel avait une très belle maison dans le sud et Johnny était venu avec son bateau. Et puis je lui ai dit écoute, je pense que dans 2 jours, à mon avis, tu devrais être là. Mais non, j'ai dit que j'allais rester 4 jours chez lui ou 1 semaine, je me rappelle pas. Et 2 jours après, il était là. Oui. Parce qu'il me dit, attends, il mange à 7 heures du soir, il me dit. Il dit, moi, je commence l'apéro. Et Sardou avait une vie assez réglée. Ouais. Ce qui est fou dans les chansons écrites par Michel Mallory, il y en a une, moi, que j'adorais. Moi, j'avais le 45 tours, je n'étais pas le seul, écoutez ça. C'est mystique et mythique en même temps. Écoutez la voix de Johnny. Jamais devant personne, je n'ai mis un genou à terre pour supplier. Oh, pour elle, oh, moi je te donne C'est vrai. ma pauvre vie, mon Dieu, si tu veux la sauver. Oui, prends ma vie. C'est vrai que là, il y a un côté mystique. Et Johnny aimait ça, chanter dans une église. Oui, il avait un côté mystique. Vous avez vu qu'il portait toujours une croix. Il fallait pas déconner avec ça. Je veux dire, il avait sa foi à lui. Il était persuadé, en tout cas, qu'il avait une bonne étoile, que quelque chose au-dessus de lui le guidait et qu'il y avait quelque chose de plus. Et il a trouvé sa réponse, je crois, dans quelques chansons, certaines que j'ai écrites, bien sûr, mais il a trouvé sa foi, je veux dire, une espèce de foi. Et il pensait qu'il y avait autre chose après. D'ailleurs, le choix de sa résidence finale a été longuement discuté parce qu'il voulait être enterré en Corse. Ça, et ça, pardon, il te l'avait dit. Il Oui, voulait oui. être, il dit là où Jacques Dutronc, puisque Oui. tu es voisin de Jacques Dutronc, Voilà. voulait être avec vous trois. Avec deux. nous trois, Ouais. voilà, et qu'on puisse jouer aux cartes. Il a Ah oui. dit, comme ça on pourra jouer aux cartes. Et puis après, après les choses ont changé. Et je ne comprends pas très bien pourquoi ça a été si loin, ce qu'il va faire dans cette île là-bas. C'est pas ça qu'il aurait voulu. Je n'en suis pas certain. Mais bon, c'est peut-être ses dernières volontés. Et contre là-dessus, je ne peux pas l'affirmer. Je n'étais pas là à ce moment-là. Et ce que je sais, c'est qu'il n'aurait pas aimé l'après qu'il y a eu. Il n'aurait pas aimé cette déferlante bling-bling de parisianisme. C'est-à-dire, c'est pour ça que tu n'es pas allé aux obsèques. Non, je n'ai pas été aux obsèques. J'étais en deuil. Alors j'ai peut-être une autre notion du deuil. Peut-être mon éducation en Corse, ma foi catholique, font que le deuil revêt quelque chose. Je venais de perdre un ami, presque un frère, avec 50 années de complicité et d'amitié. J'étais tout simplement en deuil. J'étais un homme blessé. Mais comme a dit Jacques Dutronc, je lui vole cette parole, il a dit « Mon silence est à la hauteur de mon chagrin ». J'ai trouvé ça très beau de la part de C'était Jacques. pas ton truc, la Madeleine, tout Non. ce qui s'est passé. Non, et puis c'était la bagarre de rue pour être au premier rang et tout ça. Et puis une espèce de chagrin mis en scène. Ce que j'ai aimé et ce que j'ai apprécié surtout,
c'est l'hommage populaire de ces gens qui étaient dans la rue simplement pour regarder passer le cortège. Ça m'a bouleversé véritablement. Ouais. Vraiment, ça m'a touché en plein cœur. Il y a une chanson parmi tant d'autres écrite par Michel Mallory. Écoutez, celle-là, Johnny, intime. J'ai besoin d'un ami pour réchauffer ma vie, pour les jours sans amour et d'ennui. Que ce soit un vieil homme, un enfant, mais quelqu'un qui sourit et qui me tend de la main. C'était ça, Johnny. Une forme de solitude, Ouais. toujours. Et c'est une boule d'amour. C'est vrai que c'est un personnage à facettes. Ça peut être Dr Johnny et Mr Hyde. Mais il y a la générosité, il y a le cœur, il y a cette espèce de vérité. Alors, je suis un peu ému, il faut m'excuser. Quand je vois, il faut dire la vérité sur Johnny Hallyday, mais bien malin qui peut dire la vérité sur cet homme-là qui est un personnage à facettes. C'est un caméléon, Johnny. Johnny, c'est comme, je dirais, vous voyez un oignon, vous épluchez un oignon, et dessous, il y a une autre couche, encore une autre couche. Il est mystérieux, il est... Johnny, c'était aussi quelqu'un qui pouvait être introverti. Johnny, c'était un taiseux quand il l'avait décidé. Johnny restait 2 heures sans dire un mot. Et en même temps, il ne fallait pas croire qu'il n'écoutait pas ce que vous disiez. Il se rappelait très bien des choses qui avaient été dites quand lui ne parlait pas. Alors, il y a plein de choses comme ça sur cet homme. Pour connaître le vrai Johnny, c'est extrêmement difficile. Il a fallu qu'il vous pleure dans les mains, il a fallu qu'il soit en colère, il a fallu le voir dans des circonstances humaines. C'est ce qui t'est arrivé. Oui, bien sûr que ça m'est arrivé, mais ça, je garde tout ça pour moi. Je veux dire, c'est à moi, c'est ma vie avec lui. Et il ne faut pas faire comment dirais-je, il ne faut pas dire des choses simplement pour se mettre en valeur. Cet homme-là nous a accompagnés pendant des années. Il a fait partie intégrante de nos vies à tous en France. Ces chansons sont un peu comme des cartes postales. Elles nous rappellent une époque, quelqu'un, un lieu. Et il était presque indispensable. Et moi, je vois avec les fans de Johnny, j'ai des très bonnes relations avec eux. Ce sont des gens qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère et pas les prendre pour des imbéciles. Ouais. Ils savent tout. Ouais. Ils savent absolument tout. Qui a fait quoi, où, l'époque. Ils savent... et sur Johnny, ils sont incollables, mais ils sont aussi inconsolables. Ouais. Écoutez, ces mots encore de Michel Mallory, chantés par Johnny. Très touchant. Je l'ai inventé tout entier. Il a fini par exister. Je l'ai fabriqué comme j'ai pu. Ce père que je n'ai jamais eu. Alors, quand Johnny chante ça, évidemment, pense à vous aussi, à vos relations avec votre père, Ouais. Michel, et puis lui, son Ouais. père. Alors, moi, j'ai eu... lui, il n'a pas eu de père, et le père qu'il a eu a été une énorme blessure. Moi, j'ai eu un père avec qui, je pense, nous sommes passés à côté l'un de l'autre. Et mon père, avait peut-être rêvé d'avoir un enfant différent que ce que j'étais, c'est-à-dire peut-être un grand balèze, voyou, je ne sais pas quoi. Mais on est passé un peu à côté l'un de l'autre et j'en ai souffert. Et quand Johnny est venu pour la première fois chez moi en Corse,
il est tombé amoureux de mon père. Et il appelait mon père papa. Et mon père était fou de Johnny. J'aurais pu presque en être jaloux. Mais voilà, ça a collé entre eux. Et avec moi, ça n'a pas collé. Mais Johnny a tout essayé pour se rabibocher avec son père. Et il y a une chose à laquelle il s'accrochait. Peu de gens vont vous dire ça, mais un jour, il a rencontré Serge Reggiani. Et Serge Reggiani lui a dit « Mon professeur de théâtre était Léon Smet, ton père. C'était un excellent professeur de théâtre. » C'est le seul compliment que Johnny a entendu sur son père de toute sa vie. Et il le répétait à qui voulait bien l'entendre. Ouais. Tu sais ce que m'a dit Serge Reggiani? Que mon père était un excellent professeur de théâtre. Ouais. Et il s'accrochait à ça. Et il s'en est inventé des pères. Il y avait des pères de substitution. Mon père en a fait partie. Mon beau-père aussi. Il aimait bien mon beau-père. Ce qu'il faut écouter cette chanson-là, c'est de l'autre côté, c'est Sylvie. Et Sylvie chante aussi les mots de Michel Mallory. Écoutez ça. Que la maison me paraît vide, sans son désordre et sans savoir. Ça me semble encore impossible. Pourtant il y a 2 ans déjà. C'est Mon père. Chanson Mon père pour Sylvie Vartan. Ouais. Alors, il y a une histoire drôle et dramatique dans cette... C'est que je n'ai pas connu M. Vartan. Et j'ai écrit cette chanson. Vous savez, il y a des chansons qui me sont arrivées venant de je ne sais pas où. Voilà, qui sont descendues... j'ai eu l'impression d'être un simple relais humain. Voilà. Celle-là en fait partie. Et je savais que Sylvie avait perdu son papa. Et un jour, on était voisins, je vais à Loconville, il y avait David, qui devait avoir 5 ou 6 ans, Madame Vartan, mère, et Sylvie. Et j'ai dit, j'ai écrit une chanson pour toi. Je chante cette chanson et je les vois en larmes tous les 3, y compris David. Il me dit, mais tu n'as pas connu mon père. Et sans l'avoir connu, j'ai écrit tout ce qu'il faisait. Je ne savais pas qu'il peignait, je l'ai inventé. Les roses, les rosiers, toutes ces choses-là. Et ça correspondait. Alors ça, c'est le côté... Mais Johnny a entendu cette chanson. Et il m'a dit, tu vas pas lui filer elle, hein? Tu dis que tu l'avais écrite pour moi d'abord. Et j'ai dit, non, je peux pas faire ça. Ouais. Je peux pas faire ça. Voilà. Et donc c'est Sylvie qui l'a chanté, qui la chante toujours merveilleusement bien. Ouais. Que de chansons, que de textes merveilleux écrits par ce monsieur que j'ai en face de moi, Michel Mallory. Tiens, on va se faire comme un jukebox, là, on va les passer vite, ces chansons. Tenez, écoutez celle-là, là, qui arrive. Ça s'appelle Du blues dans mes chansons. Et là, on en a parlé tout à l'heure. Ah oui, Michel Sardou, écoutez, sur les mots de Michel Mallory. Sur mon piano des idées noires, des nuages sur mon horizon. Elle met du blues dans mes chansons. Voilà, ça, c'est Sardou. C'était chouette ça, de faire c'est ça, hein? Ah ouais. Il m'a dit, t'as révolutionné ma famille. Ils sont tous fous de cette chanson. Ah ouais. Puis non, mais chanter du blues, pour lui, ça, c'était un peu se faire du Johnny, là, hein? Ouais, c'était... c'était plus une chanson marrante, quoi. C'était... Ouais, alors il y en a une autre qui s'appelle Merci, merci beaucoup. Alors ça, pour un titre de chanson, écoutez ça. Pour avoir mis notre amour au monde, l'avoir détruit en 1 seconde, merci. Merci beaucoup. Voilà, un des premiers souvenirs avec Clo-Clo. Ouais. Clo-Clo n'était pas le type invivable qu'on décrit. Il était certainement pour, comment dirais-je, une catégorie de gens. Claude François, c'était quelqu'un qui avait d'énormes responsabilités. Bon, c'était quelqu'un de très précis dans ce qu'il faisait, mais il avait des côtés très curieux. Il vous faisait venir à une certaine heure, il était dans le bureau, il vous regardait, il y avait des caméras qui il vous regardait vous impatienter.
C'était une Il espèce se de... donnait d'être important, quoi. Oui, c'était... Ouais. Alors une fois, je ne suis pas resté. Et je suis reparti, il m'a téléphoné le soir, il m'a insulté. Mais les choses s'arrangeaient avec lui. Mais il a été pour moi, quand même... il m'a envoyé chez son tailleur à l'époque. Je n'avais pas l'argent pour m'offrir un costume chez son tailleur, inutile de vous le dire. Et il m'a avancé l'argent, voilà. Et ensuite, il m'a fait connaître des grands restaurants. Je n'avais pas l'occasion d'avoir... Et il m'a fait connaître les 3 Gros à Roanne. Et moi, c'était des choses... C'est vrai que tu chantais dans les mêmes émissions que lui. Lui, il cherchait la sortie où il y avait le plus de monde. Et toi, tu cherchais à partir tranquille, incognito. Hein. Mais lui, il voulait qu'il y ait du monde. Hein. La maison de l'ORTF était ronde. Il y avait plein de sorties. Et toutes les émissions s'enregistraient là-bas. Et lui, il envoyait son secrétaire voir à quelle porte, B, C ou D, et il y avait le plus de fans. Et moi, j'allais pas à cette porte-là, j'allais là où il y avait le moins de monde. Il adorait ça. Écoutez, Mourir au chant d'amour. Ah là, c'est un texte de... qui vous dit quelque chose, ça. Ouais, c'est Gérard Lenormand, non? Mais oui. Ah oui. Alors là, c'est du Michel Mallory, mais il faut s'adapter, c'est du sur-mesure pour les interprètes. Oui. C'est ça qu'il faut faire. Oui, c'était ça. Écoutez... S'il est vrai que chaque enfant est un berger du ciel, j'ai dû m'éloigner du soleil. Sur le chemin de ma vie, Quel retour sur mon passé. C'est beau, non mais c'est très beau. Oui, c'était beau, puis c'était un excellent interprète. Ah oui. Gérard était un merveilleux interprète, est un merveilleux interprète. Ouais, et tant de succès. Tenez, écoutez celle-là. C'est un chanteur qui est resté dans le cœur et qu'on n'aura jamais oublié, c'est sûr. La vie fermier, hey, 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 toi qui n'as pas de quoi manger, hey, 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 prends ta machette, viens, suis-moi. Dassin. Et je le suis depuis des avec mois. Alice Donna. Ouais. Le général a dit. On ne sait pas, là, que vous avez collaboré avec Joe Dassin. Avec Alice Donna, qui a été aussi très importante pour moi, parce que c'est la première compositrice que j'ai rencontrée qui était quelqu'un de cadré, de sérieux. Ouais. Et Joe, il était... Elle était formidable. Ouais. Mais je l'ai peu connu, Joe. Je l'ai rencontré un jour dans une émission de télévision, mais on n'avait pas du tout travaillé ensemble. Et je me rappelle, on avait été chez lui, et il m'avait montré ses guitares, et je bavais devant ses guitares. Et j'étais très envieux, j'avoue. Et c'était... J'en garde un souvenir de quelqu'un de classieux. C'était un monsieur. Et alors, une autre qui va faire un énorme succès avec vos textes à vous, Michel Mallory. Écoutez, cette américaine. Avant de nous dire adieu. Michel Mallory qui écrit ce texte, vous avez tous dansé là-dessus. Tout le monde a dansé là-dessus. Ouais, avec Jean Renard. Ah oui, Jean Renard, il est grandement responsable. C'est lui qui avait trouvé, entre guillemets, Gene Manson. Et après, on avait fait... C'était difficile de passer derrière avant de nous dire adieu. Mais on a réussi avec une superbe chanson qui s'appelait La Chapelle de Harlem. Oui, oui. Toujours avec Jean Renard. On était complémentaires tous les deux. C'est quoi le secret, Michel, pour écrire un texte, une chanson comme ça? C'est quoi le secret? Ça paraît simple comme ça, mais c'est... Non, je crois qu'il faut être une éponge. Une éponge et, comment dirais-je, essayer d'absorber tout ce que ces interprètes aimeraient dire, mais qu'ils ne savent pas tellement le faire, et puis sublimer un petit peu tout ça pour qu'ils s'y retrouvent. Et avec elle, notamment avec Jean, j'ai dit à Jean, il faut se servir de son accent. Et de nous dire adieu, il faut s'en servir absolument. Et ça a fonctionné, bien qu'avec elle, c'était un petit peu difficile au début. Pourquoi? Bien parce qu'elle était américaine et qu'elle avait l'impression d'arriver en France dans la jungle. Voilà, elle m'a dit, je suis arrivé dans un aéroport, Charles quelque chose. J'ai dit Charles de Gaulle. J'ai dit, c'est Charles de Gaulle, dis-le, parce que c'est important pour nous.
Charles de Gaulle. Oh, mais c'est pas important. J'ai dit, mais si, c'est très important. Et puis, elle avait un peu ce côté. Elle s'est tout de suite, tout à fait mise au diapason. Et c'est une merveilleuse amie depuis des années, années et des années. Regardez ça, parmi tant d'autres. Voyez, Johnny Hallyday, La Terre Promise. Et là, c'est une adaptation. Ouais. Mais alors, arriver à faire qu'on entende la voix de Johnny qui chante sur ce classique du rock'n'roll et trouver les mots, ça, c'est quelque chose, hein. Ouais, ça, c'est parce que dans une adaptation, il y a le fond et la forme. Et le fond n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est la forme. C'est-à-dire, il faut que les mots sonnent justes. Et c'est un exercice qui n'est pas facile. Et c'est quelque chose que j'aime bien, parce que j'aime bien cette langue anglaise aussi. Écoutez là, les mots sont de Michel. La terre promise n'est pas toujours là, l'on croit bien la trouver. Ah là, mais là, c'est parfait, c'est parfait. Tiens, allez, encore un autre qui a été un tube que Johnny a chanté pour son anniversaire au Parc des Princes. Écoutez ça. Tes yeux sont comme des flammes bleues, et ma vie est à feu et à sang. Tout est baisé, me brûle le cœur, et les mots que tu dis sont brûlants. Le Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas se remettre de la mort de Johnny. Et il y a un moment où un album était en prévision avec lui. Oui. Les chansons étaient prêtes. Oui, enfin, quelques chansons étaient prêtes. Et puis, j'ai tout conservé. C'était le jour de son anniversaire. Le jour de son anniversaire, il m'avait déjà envoyé quelques mails avant. Qu'est-ce que tu penses si on allait faire toute la musique qu'on aime à Nashville, tous les deux, rien que tous les deux. Le rêve absolu. Et puis, il y a eu son anniversaire, le dernier. Et j'étais avec ma femme à cette table où il y avait Laetitia, Patrick Bruel, Pierre Billon, je crois, Eddie Mitchell. Et puis, à la fin du repas, il s'est levé. Il a dit « J'ai une nouvelle à vous annoncer. Je pars à Nashville avec Michel Mallory. On va faire un album avec toute la musique qu'on aime. » Inutile de vous dire qu'il y a eu certains grincements de dents. Et on s'est tenu au courant jusqu'au moment où il m'a envoyé un email que j'ai conservé d'ailleurs en me disant voilà, j'ai un cancer du poumon. Et puis les choses se sont dégradées. Il m'a dit je pense que je pourrais partir encore. Et puis après, il ne pouvait plus marcher. Donc on a abandonné ce projet. Ça aurait été formidable. Ouais. Ça aurait été formidable. Mais il y a ça qui va arriver après, pour lequel tu t'es beaucoup donné. Écoutez cette voix. S'envoler et que la nuit ne vienne le prendre et l'emporter loin de tout ce qu'il aime comme ultime désir, même pour un instant il voulait vraiment retourner là-bas une dernière fois. Ouais, c'est Jean-Baptiste Guégan, Ça, c'est... qui va chanter ces chansons que Johnny aurait chantées. Ah oui. Jean-Baptiste, c'est un bonheur. C'est un bonheur parce que, bien évidemment, ça n'est pas un imitateur. Vous vous doutez bien que si ça avait été un imitateur, je ne me serais pas conduit comme je me suis conduit. Quand je l'ai rencontré, je ne voulais pas le rencontrer. Je ne voulais pas en entendre parler. J'ai eu des tas d'imitateurs de Johnny qui m'ont envoyé des... Enfin, je ne voulais pas entendre parler de tout ça. Et puis finalement, j'ai fini par rencontrer ce garçon
Et la première chose qui m'a choqué, c'est son rire. J'ai eu l'impression que c'était Johnny qui était là. Et puis après, son humilité et la passion qu'il avait pour Johnny Hallyday. Et ce garçon qui venait de nulle part, il m'a touché. Et puis après, on a été se balader en bateau. Et sur le bateau, il y avait une espèce de sono. Et il a chanté. Et j'ai cru que c'était Johnny qui chantait. Et on m'a dit non, c'est Jean-Baptiste. Et là, j'ai fondu en larmes. Parce qu'il y a eu un choc humain qui m'a rappelé un peu le premier choc que j'avais éprouvé avec Johnny. Mais il y avait un hic, c'était que Jean-Baptiste avait toujours chanté des chansons que Johnny avait déjà chantées. Donc Jean-Baptiste en tant qu'interprète, je ne savais pas du tout ce que ça pourrait donner. Et je l'avais prévenu. Je lui avais dit peut-être que dans un studio, tu vas être nul. Parce que la chanson, il va falloir que tu l'apprennes. Tu l'as jamais entendue nulle part. C'était celle-là. Ouais. Et là, une petite anecdote, vous la croyez ou vous ne la croyez pas. On était dans un petit studio chez moi, mon studio d'enregistrement. Et moi, j'étais sur mes appareils, Jean-Baptiste était derrière, avec le micro. Et je lui envoie la musique, j'ai le casque, lui il a un casque. Il commence à chanter 4 phrases. Et là, il m'arrive quelque chose. Je sens quelque chose qui ne va pas. J'ai un coup de froid. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me... Je me tourne. Lui, pareil. On n'était pas 2 dans le studio, on était 3. Ouais. Il y avait quelque chose. Et on a eu tellement peur, tous les deux, qu'on s'est arrêtés. J'ai dit, moi, j'arrête tout de suite. J'arrête. On va à la maison, on va boire un café. Mais on reviendra après. Et on a éprouvé la même chose en même temps. Alors, qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas. Et depuis, le grand a toujours été au-dessus. Ouais. C'est vrai. Parce que le grand, tu dis le grand. Ouais, le grand, oui. Johnny, c'était presque un amour, une amitié, un truc plus fort. Vous avez été fâchés 5 ans. Il y avait des ruptures. Vous étiez fâchés pourquoi à un moment? Pour des histoires d'hommes. C'est fâché parce que Johnny était un menteur professionnel. C'est-à-dire, il mentait. C'est-à-dire, il avait des graduations dans les mensonges. Il y avait le mensonge pour faire plaisir. Alors, c'était pour... voilà. Le mensonge qui arrangeait. Et puis, il y avait aussi le mensonge emmerdant. Bon, mais il me disait, je mens pas, je change la vérité. Et un jour, Eddie Vartan, son beau-frère, lui avait demandé s'il pouvait acheter sa maison. Il dit, si je suis encore ton producteur dans ton prochain album, j'achète cette maison. Mais si c'est non, eh bien, je n'achèterai pas cette maison. Et Johnny lui avait dit, oui, bien sûr, achète cette maison. Et Eddie, elle avait acheté la maison. Et Eddie a appris par François qu'il n'était plus le producteur de Johnny. Donc, que c'était quelqu'un d'autre. Voilà. Et j'ai pas aimé cette attitude parce que j'aurais aimé qu'il lui dise carrément. C'était quand même son beau-frère et Eddie était un homme délicieux et qui avait beaucoup travaillé avec Johnny. Et pourquoi il avait dû se faire monter la tête. Il était influençable? Oui, le dernier qui parlait avait souvent raison. C'est dommage de dire ça, mais c'est vrai, le dernier qui parlait avait souvent raison. Ça explique toutes les histoires d'héritage, tout ce qui s'est passé? Oh oui, ben ça c'est glauque. Mais je continue à dire, malgré qu'il soit quand même un peu responsable de tout ce qui est arrivé, je continue quand même à dire qu'il ne méritait pas ça. Il ne méritait pas cette vague de glauquerie, de machin, d'héritage, de procès, de tout ça, famille déchirée. Je pense que le deuil aurait dû être, comment dirais-je, respecté avec de la dignité.
de la retenue, de l'amour aussi, de l'amour pour cet homme. S'il n'avait pas voulu, je ne sais pas, à la fin de sa vie, je pense qu'il était très... Il savait qu'il allait s'en aller, donc il avait délégué, quoi. Il avait laissé un peu... Tous ces héritages, tous ces... Oui, cet héritage. et puis si on lui réécrit. parle sans arrêt de la même Oui. chose, sans arrêt, je pense qu'il était Vous savez fatigué. ces choses-là, qu'il fallait qu'il écrive des héritages? Je pense qu'il était très mal à l'aise d'écrire ce genre de choses, parce que Johnny, c'était pas, après moi, le déluge, hein, c'était pas du tout ça, comme ça. Mais imaginez ce qu'il nous laisse à nous, en tant qu'héritage. Mais c'est énorme, c'est 2500 chansons, je crois, quelque chose comme ça. C'est des spectacles incroyables, c'est quelques films. Mais tu dis toi-même, il pouvait être parfois injuste, même lâche. Il Oui. ne méritait pas ça, mais il était aussi comme ça. Il était aussi comme ça n'était qu'un homme. Ça n'était qu'un homme. Il a eu ses peurs. Il a eu ses peurs à lui. Il a eu ses... comment dirais-je? Il avait ses courages aussi. Hein. Il avait ses courages, quelquefois même tout à fait étonnants. Johnny était tout sauf un dégonflé. Hein. Mais quelquefois, quand les choses étaient un petit peu compliquées politiquement, je veux dire, bon, il essayait de louvoyer parce qu'il n'avait pas le langage pour ça. Ouais. Mais il t'a fâché même avec des gens que tu connaissais pas. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ça, c'était une de ses grandes spécialités, oui, oui. Oui, oui. Il était un peu jaloux, hein, quelquefois. Il n'aimait pas que, par exemple, Claude François et moi soyons amis. Il n'aimait pas ça du tout. Il n'aimait pas que tu écrives des chansons pour Claude François Ah ou non, éventuellement non. qu'elles aient du succès. Ah oui, ah non, mais c'était terrible, c'était... mais moi, j'étais jaloux aussi. Hein. Donc, on était deux mecs jaloux. Non, mais notamment, il y avait quelque chose avec Johnny, c'est qu'il était incapable de garder un secret. Incapable. C'est-à-dire que si on voulait que quelque chose se sache dans tout Paris, on le disait à Johnny, on lui disait surtout, tu ne le répètes pas. Et le lendemain, tout le monde était au courant. Il disait, qui, moi, j'ai dit ça? Mais il y a une chanson qui va rester pour l'éternité. On va revoir des images. Bah, c'est Johnny, éternel. Dire au fond, ce gars-là, comme il l'aurait chanté, hein, était pas ordinaire, quand même. Quand on aime une fille de cœur, il arrive toujours un moment dans sa vie où on se retrouve mal au cœur. J'ai plein de souvenirs Ouais. J'ai plein de souvenirs parce que on était à Beauchuse, dans une prison suisse, et c'était en début d'après-midi, et on nous avait particulièrement bien reçus au restaurant de la prison. Et Johnny et moi, on n'était pas très frais pour aller chanter, parce que chanter devant des prisonniers, quand même, c'est pas... Et il avait un petit peu peur, mais je lui dis, pense à Johnny Cash, Ouais. qui a chanté à Saint-Quentin, et ouais, mais on avait un peu picolé quand même. Et c'était fort, c'était un moment très fort, parce que quand on est reparti de là-bas, il a chanté Sauvez-moi, et le prisonnier tapait avec des gamelles contre les barreaux, et nous on passait en voiture. C'était incroyable, quoi. C'était incroyable. Ouais. Mais quand je dis ce gars-là, pas ordinaire, c'est qu'au fond, il y avait quelque chose d'unique chez lui. Ah oui, c'était... Mais il y avait quelque chose de magique. Il y avait une forme d'aura qui faisait que il entrait quelque part, les discussions s'arrêtaient. Combien ai-je rencontré de personnes qui me disent « Johnny Hallyday, je peux pas le voir. Mais alors ?» Et un jour, et tout d'un coup, c'est « Bonjour, comment allez-vous ?» C'était... Et il adorait quand, notamment, une dame, il savait qu'une dame le détestait pour ses chansons, pour son attitude, et comme ça. Et quand il la rencontrait, il prenait un malin plaisir, comment dirais-je, à la subjuguer. Et je ne l'ai jamais vu échouer. Ouais. À chaque fois, il est Il y subjugué. arrivait. Ouais. Et il me disait, t'as vu? Écoutez. Il y a longtemps sur des guitares, des mains noires lui donnaient le jour.
pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Voilà, non mais c'est sûr. Michel, que dire? Vous êtes éternel avec cette chanson. On va se quitter avec la version 97, tiens, à Bercy. Cette voix de Johnny qui pouvait ne pas chanter toute la musique que j'aime. Tout est résumé là. Tout est résumé. Tout Johnny est là. Ah, c'est gentil de me dire ça. Mais moi, je voudrais vous remercier aussi pour une chose, c'est que c'est exceptionnel ce que vous faites. Vous donnez la parole à des gens comme moi, Jean Renard, Jacques Revaux. Nous sommes des gens de l'ombre. Oui, des étoiles de l'ombre, comme le titre des du film étoiles qui de va passer l'ombre. sur TV5 Monde, faut pas le rater. Hein. Et c'est formidable que vous nous donniez la possibilité de... Mais on sait que nous sommes des gens de l'ombre. C'est une forme de gloire dans l'anonymat. Moi, ça me convient parfaitement, mais c'est formidable ce que vous faites. Mais vos chansons, Michel, comme celle-là, elles tournent, elles rendent les gens heureux. Cette chanson-là, les gens l'écoutent partout. Elle fait partie de la vie des gens. Ça, c'est chouette, c'est un truc... Ah, c'est formidable, oui. Je vous dis, j'ai été le témoin, le relais entre quelque chose qui est venu du ciel et il était très fier de cette chanson, Johnny. Il était très fier de cette chanson. Et Lynn Renaud, un jour, m'a téléphoné et m'a dit qu'est-ce qui a changé à la fin de sa vie? J'ai dit, Johnny n'est pas devenu seulement un chanteur de rock, il est aussi devenu, c'est beaucoup plus difficile, un chanteur de blues. Elle m'a dit, ah oui. Alors elle était très contente parce qu'elle était sa marraine et qu'elle aimait beaucoup. Elle aimait vraiment beaucoup Johnny. Comme nous, comme vous, toujours. Oh oui, il est là. Ouais. On était trois là, Ouais. sur ce plateau. On était trois. Ouais. Michel Mallory. Merci Michel. Merci à vous. Pour chanter Dieu